Vous écoutez en balado-diffusion le premier volet de la série Dialogue. Imaginez les voies de la réconciliation et les avenues du dialogue social. Présenté par la Chaire de recherche du Canada en études québécoises et canadiennes. Deuxième épisode. Conférence de Jocelyn McClure. Reconnaître et consolider la culture publique commune au Québec. Parfait, merci beaucoup Alain. Merci aussi à Olivier donc de cette invitation. Merci aussi pour votre clairvoyance d'avoir prévu il y a plusieurs mois déjà donc d'organiser une série dialogue avec un séminaire entre autres qui porte sur les voies du véritable dialogue social et de la réconciliation. On en a grandement besoin aujourd'hui. Notre débat est très intense et très vigoureux, mais il ressemble souvent davantage à une culture war, une guerre culturelle au sens que les Allemands et les Américains ont donné à ce terme, où il y a un débat sur des enjeux qui portent donc sur des questions morales, sur des questions de valeurs, et où les différents protagonistes de ces guerres culturelles semblent assez hermétiques par rapport aux arguments rationnels. J'ai souvent l'impression que notre débat sur la charte donc est un type de guerre culturelle de ce genre-là, alors qu'il devrait être plutôt un débat démocratique guidé entre autres par la force des meilleurs arguments. Donc je vais vous proposer quelques réflexions sur justement les conditions du dialogue dans notre contexte à nous. C'est des réflexions un peu éclectiques que j'ai pensées ce matin en même temps que je prenais connaissance du projet de loi 60 qui a été déposé ce matin et que je gardais un œil sur ma fille qui était fiévreuse en se levant ce matin. Donc c'est un peu éclectique, mais je pense que, comme je disais, c'est plus urgent que jamais de réfléchir donc à ces conditions du dialogue. Je pense que si on veut penser le dialogue dans des sociétés pluralistes comme les nôtres, les citoyens puis les représentants doivent démontrer, mettre en pratique certaines vertus civiques, donc certaines dispositions qu'ils devraient manifester donc dans leurs rapports les uns avec les autres et aussi dans les débats publics. Parmi ces vertus civiques, donc j'en fais pas une liste exhaustive, il y a ce que notre collègue du GRSP, Dimitri Carmis, appelle l'écoute politique. C'est une vertu extrêmement rare dans nos débats où on écoute véritablement donc les positions, les préoccupations de l'autre. On cherche à les comprendre donc dans leurs propres termes, en suspendant notre jugement au moins pour un moment. Une véritable écoute politique donc est rare. C'est une des vertus qu'il faudrait donc démontrer davantage. Autre vertu, j'étends un principe qui a été pensé par plusieurs philosophes, mais entre autres dans la tradition libérale par John Stuart Mill, puis plus tard par John Rawls dans leur interprétation des textes des autres philosophes avec lesquels ils étaient en dialogue et en désaccord. Donc Mill nous disait qu'il fallait faire preuve d'une certaine façon d'une certaine générosité herméneutique lorsqu'on critiquait le point de vue d'un autre philosophe. Générosité herméneutique dans le sens où on va s'en prendre à la meilleure formulation possible de la thèse adverse plutôt que d'en s'en prendre à une caricature. Or, dans nos débats, donc si j'applique ce débat-là, ce principe-là dans nos débats à nous, ce à quoi on assiste très souvent, c'est plutôt donc à des charges à fond de train contre les versions les plus faibles possibles des positions critiquées, puis comme étant quelqu'un qui est souvent associé donc soit au multiculturalisme ou à certaines formes de libéralisme, et ainsi de suite, je constate donc très souvent que c'est effectivement des versions les plus caricaturales et invraisemblables donc qui sont critiquées plutôt que la meilleure formulation possible de l'argument. Donc, la vertu étant celle de la générosité herméneutique, où on essaie de reconstruire donc ce qui serait la position opposée la plus forte pour en faire donc une critique ensuite de bonne foi. Dernière vertu qui me semble trop souvent absente, c'est celle qu'on pourrait appeler d'ouverture épistémique. Toutes ces vertus sont liées d'une façon ou d'une autre. L'ouverture épistémique, c'est lorsqu'on manifeste cette disposition qui consiste à prendre donc les arguments, les positions d'autrui au sérieux, puis à chercher à demeurer ouvert à la possibilité au moins de changer d'idée. De changer d'idée si on réalise que là, il y a des arguments sérieux, qu'il y avait des faiblesses dans
notre position, des points aveugles, et ainsi de suite, des angles morts, que dans ces cas-là, il faut soit répondre à ces contre-arguments ou changer d'idée. C'est extrêmement difficile de réaliser parfaitement ces vertus, puis je prétends pas le faire moi-même, mais je pense qu'il faut au moins y aspirer. Donc, voici quelques-unes des vertus qui font partie des conditions d'un dialogue social authentique. Donc, si on cherche à appliquer ça à notre discussion actuelle sur la laïcité, sur la place de la religion dans l'espace public, sur les accommodements raisonnables, depuis Bouchard-Taylor, depuis le projet du PQ, ceux qui, comme moi, donc, sont fortement opposés au projet du PQ, une des préoccupations qu'il faut au moins prendre au sérieux, c'est ce fameux malaise dont on parle souvent, dont plusieurs intellectuels, plusieurs élus aussi, donc, nous implorent de porter attention à ce malaise que ressentirait la majorité au Québec. Un malaise donc qu'il faut prendre au sérieux, chercher à le comprendre, chercher quelles sont les réponses appropriées donc pour ce malaise. Un malaise qui peut être compris au moins de deux façons, deux façons encore là qui s'entrecroisent souvent dans nos discussions. D'une part, un malaise par rapport à l'identité ou à la culture de la majorité, une culture qui se serait un peu perdue en s'ouvrant à l'altérité, à la diversité, une culture qui aurait cessé de véritablement s'affirmer. Donc, certains nationalistes, donc, qui parfois se qualifient eux-mêmes de conservateurs, donc considèrent que le malaise est d'abord et avant tout identitaire ou culturel, donc à prendre en considération. Très souvent dans notre débat aussi, c'est pas tant le malaise n'est pas tant culturel ou identitaire, mais c'est plutôt un malaise par rapport au sort des grandes valeurs publiques communes qui se sont enracinées au Québec depuis, avant la Révolution tranquille, mais en particulier depuis la Révolution tranquille, des valeurs publiques communes maintenant qui seraient menacées par la nouvelle diversité essentiellement religieuse du Québec d'aujourd'hui, par la réapparition donc du religieux dans l'espace public, par les accommodements qui cherchent à accommoder donc des croyances religieuses minoritaires. Donc évidemment la première valeur publique commune qui nous vient en tête là lorsqu'on pense que ces valeurs sont menacées, c'est l'égalité homme-femme. Encore dans le projet de loi de ce matin, donc le gouvernement donc cherche à réaffirmer cette valeur et à lui donner donc encore plus de poids. Parfois c'est plutôt le principe de laïcité qu'on considère qui serait mis en péril par cette nouvelle diversité religieuse, une laïcité qui a été donc chèrement acquise au Québec tout au long du 19e, 20e siècle, encore là, en particulier depuis la Révolution tranquille. Les accommodements menaceraient, selon ce point de vue, donc la laïcité. D'autres considèrent que c'est plutôt des valeurs d'égalité ou d'équité, lorsque certaines demandes d'accommodement auraient pour effet donc évidemment qui impliquent des traitements donc différentiels, puis pour effet donc de favoriser ceux qui ont des croyances religieuses minoritaires, de leur octroyer donc des traitements de faveur. Donc tout ça là, dans ce cas-là, c'est pas tant l'identité de la majorité ou ainsi de suite, mais plutôt des valeurs publiques communes qui seraient menacées. Je pense que donc ceux qui rejettent cette position, puis qui rejettent en particulier l'initiative gouvernementale, un des pas que nous, on doit faire, à mon avis, c'est d'une part d'éviter de réduire ces positions-là à des attitudes hautement condamnables, comme par exemple la xénophobie, le racisme, l'islamophobie, et ainsi de suite. Donc dans toutes mes interventions au Québec et ailleurs, je précise que c'est pas que ça qui est en jeu au Québec présentement. Il faut pas faire l'autruche, jouer à l'autruche non plus. Ce serait irresponsable de laisser entendre qu'il y a nullement de xénophobie et d'islamophobie en particulier au Québec aujourd'hui. Est-ce qu'il y en a plus ici qu'ailleurs? C'est aux sciences sociales de nous le démontrer, ça se mesure ces choses-là. Puis, mais ce qui me semble clair, en tout cas, c'est que notre débat peut pas se réduire à ces attitudes donc condamnables. Puis, si on le fait, évidemment, on antagonise bien davantage donc l'autre camp.
travers parfois de ceux qui partagent par ailleurs les positions que je souhaite défendre, c'est aussi de réduire notre débat à différentes stratégies partisanes de l'électoralisme, ainsi de suite. J'ai aucun doute, ça fait aucun doute dans mon esprit que ce que fait le PQ depuis le début, c'est en partie de la wedge politics, qui ont fait de la question de la laïcité et de la place de la religion un wedge issue qui vient polariser les positions en place, qui vient diviser davantage la population. On consolide nos appuis en s'éloignant encore plus des autres plutôt que chercher de créer un consensus. Ça fait pas de doute dans mon esprit que on est dans de la wedge politics depuis les 2-3 derniers mois. Mais encore là, notre débat sur la laïcité et la place de la religion se réduit pas non plus à ce genre de considérations politiques partisanes. Je pense que si ces dimensions-là sont présentes, il y a aussi des questions tout à fait légitimes qui se posent et il y a de véritables désaccords qui relèvent donc de la philosophie politique qui se joue au Québec aujourd'hui sur les grandes conceptions du vivre ensemble, sur ce que doit être la laïcité dans notre contexte à nous, qui n'était pas le même de celui, par exemple, du début de la modernité où les pouvoirs politiques et religieux se sont séparés. Il y a des véritables désaccords de philosophie politique qui se jouent sur le plan donc du rapport entre la souveraineté populaire et les droits fondamentaux, sur le sens de la séparation des pouvoirs aujourd'hui, sur le rapport entre le Parlement et les tribunaux. C'est des questions authentiquement difficiles qui s'enracinent aussi dans des positions philosophiques différentes. Tout ça est à l'œuvre aujourd'hui, puis il faut pas le négliger. Puis il faut tenter donc de développer des positions qui se situent aussi sur le plan des principes. L'hypothèse que j'ai envie de vous soumettre pour expliquer donc ce malaise, puis aussi donc une partie de la nature de notre débat, c'est que depuis au moins, pour moi cette hypothèse-là a commencé à se formuler pendant que je travaillais pour la commission Bouchard-Taylor, puis que donc je rédigeais entre autres donc des textes sur les différents aspects de notre culture publique commune au Québec. Mon hypothèse, c'est qu'il y a un déphasage, un décalage important aujourd'hui au Québec entre d'un côté notre culture publique commune et ses les principes qui la sous-tendent, ses différentes institutions, ainsi de suite. Donc, un décalage entre la culture publique d'un côté et de l'autre l'opinion publique peut-être majoritaire, ou en tout cas la représentation identitaire d'un bon nombre de Québécois. Donc, décalage entre culture publique commune et opinion publique. Ce que je veux dire, c'est que dans l'opinion publique, plusieurs, en tout cas, voient notre culture publique commune comme étant véritablement fragile, comme étant trop faible pour aménager de façon correcte la diversité culturelle et religieuse du Québec d'aujourd'hui, si bien qu'il y aurait péril en la demeure aujourd'hui, qu'il faudrait rendre cette culture publique commune beaucoup plus substantielle et robuste, donc pour aménager correctement le vivre ensemble, puis faire en sorte que la majorité donc ait toujours sa place. Donc, d'un côté, il y a cette position-là, et quand je disais qu'il y avait un décalage avec la culture publique commune, lorsque on examine pourtant donc les différents aspects et piliers de cette culture publique commune, tant sur le plan des principes en politique, des principes fondamentaux qui sont au soubassement de ces institutions, que les institutions et les normes elles-mêmes, il me semble qu'on constate qu'elles sont assez remarquablement robustes, puis qu'elles ont plusieurs vertus, entre autres de permettre l'atteinte d'équilibres qui sont souvent précaires ou partiellement instables, mais équilibre quand même entre, en particulier, donc les aspirations légitimes de la majorité démocratique et le respect des droits fondamentaux de l'autre. Il me semble qu'on a des normes et des institutions publiques qui permettent d'atteindre des équilibres intéressants de ce point de vue-là, puis qui permettent aussi donc la protection et la promotion des valeurs publiques communes qui sont chères aux Québécois depuis la Révolution tranquille, dont l'égalité homme-femme. Donc c'est le décalage que je perçois, c'est entre cette opinion publique peut-être majoritaire et cette culture publique commune qui me semble être à l'œuvre et suffisamment robuste et qui a plusieurs donc vertus, dont la protection des valeurs publiques communes et l'équilibre entre les aspirations de la majorité et le respect des droits fondamentaux, le respect aussi de la diversité.
Ou on pourrait dire que le débat réside, pour le formuler autrement, que le débat réside entre deux représentations et interprétations donc contradictoires de notre culture publique commune. Donc d'un côté, on la trouve trop faible et fragile, et de l'autre côté, on constate qu'elle est plutôt, elle était plutôt bien conçue, que ces institutions étaient plutôt bien conçues, puis qu'elles nous permettent d'atteindre donc des résultats qui sont honorables, en particulier d'un point de vue comparatif. Puis en corollaire, donc, il y a un débat qui se joue sur l'héritage aujourd'hui de la Révolution tranquille. Hein. Certains considèrent, comme Guy Rocher, comme certaines féministes, mais pas toutes les féministes, comme certains partisans de la laïcité, considèrent que l'héritage de la Révolution tranquille, donc, est en péril aujourd'hui, alors que d'autres, dont le camp dans lequel je me situe, considèrent que cet héritage, donc, est riche, et plus riche que ce qu'on laisse souvent entendre. Puis que la Révolution tranquille nous a légué, au fond, un cadre civique commun bien conçu, assez robuste, qu'il s'agit maintenant donc d'adapter à la nouvelle réalité de notre société. Donc, encore là, un désaccord sur l'héritage de la Révolution tranquille. Une des preuves que j'ai envie de prendre donc pour argumenter en faveur de ma compréhension de l'héritage de la Révolution tranquille et de notre culture publique commune aujourd'hui, une des preuves qui me font penser qu'elle est suffisamment robuste, cette culture publique commune, c'est que en lisant le projet de loi 60 qui a été déposé ce matin, une chose qui est frappante, c'est de constater qu'il y a très peu de nouveautés, c'est-à-dire en termes de création de droits ou de normes, d'institutions, il y a très peu de nouveaux dans ce projet 60. Hein. Pour l'essentiel, ce que le projet de loi fait, c'est de formaliser, de réaffirmer, d'officialiser des normes qui sont déjà existantes, qui sont déjà à l'œuvre, qui travaillent déjà nos institutions publiques communes. Donc, une large partie de ce projet de loi vient officialiser, affirmer, formaliser donc des normes déjà existantes. Les éléments de nouveauté dans ce projet, donc ça se réduit à l'interdiction des signes religieux visibles chez tous ceux qui travaillent dans des organisations, dans des organismes publics ou parapublics. Et l'autre élément de nouveauté, essentiellement, c'est donc c'est la reprise de l'ancien projet de loi 94 du PLQ qui édicte donc cette norme du visage découvert. Hein, lorsqu'on donne ou on reçoit un service public, ça doit se faire à visage découvert. Donc ces deux normes, c'est là que réside au fond la nouveauté du projet. Tout le reste est déjà donc à l'œuvre dans nos institutions publiques, ce qui tend, à mon sens, à confirmer que notre culture publique commune est beaucoup plus robuste que ce que le laissent entendre donc les partisans du projet de loi, et ce qui laisse entendre, selon moi, qu'effectivement il n'y a pas péril en la demeure. Trois éléments de notre culture, ou trois piliers de notre culture publique commune sur lesquels je veux revenir rapidement pour appuyer ma thèse voulant que cette culture publique commune soit déjà donc bien conçue et assez robuste pour aménager la diversité de la société aujourd'hui. Premier élément, je vais pas m'y arrêter longuement parce que Mme Dupuis en a déjà parlé, c'est cette idée que déjà dans nos institutions, donc, on a les mécanismes nécessaires pour justement viser cet équilibre entre la poursuite du bien commun ou la poursuite des intérêts collectifs, qui s'incarne entre autres dans la volonté, donc dans le principe de la majorité, le principe de la majorité qui peut légitimement donc prendre des décisions au nom du bien commun ou des intérêts collectifs du Québec. Donc entre d'un côté cette poursuite légitime donc des intérêts collectifs, et de l'autre donc le respect et la protection des droits fondamentaux. Donc Mme Dupuis le dit, donc déjà dans nos chartes des droits, y compris dans la charte québécoise, donc on a déjà donc cette
clause qui permet évidemment l'aménagement des droits fondamentaux et qui permet aussi donc de limiter les droits fondamentaux lorsqu'un intérêt collectif donc important le justifie. Donc ceux qui considèrent qu'on vit sous un gouvernement des juges ou que le pôle des libertés individuelles a pris complètement le dessus sur la règle de la majorité, mais doivent nous montrer donc pourquoi, comment on devrait modifier donc cette charte, doivent au moins donc prendre la peine de nous dire pourquoi ce mécanisme qui permet déjà donc l'atteinte d'un équilibre entre les deux, pourquoi il est insuffisant. Donc je passe rapidement là-dessus. Mme Dupuis en a parlé. Il y a aussi les clauses dérogatoires qui permettent donc l'atteinte de ces équilibres. Autre pilier donc de notre culture publique commune, c'est celui de la laïcité de l'État québécois. Donc on laisse souvent entendre que cette laïcité serait donc soit inexistante, soit trop faible, puis qu'il faudrait maintenant la réaffirmer. Or, les travaux, à mon avis, les plus riches sur la laïcité montrent que le Québec a progressé donc graduellement vers la laïcité, si bien qu'au tournant des années 2000, lorsqu'on a terminé donc la laïcisation de l'enseignement et des structures scolaires, que on pouvait donc dire que la laïcité de l'État québécois était accomplie. Donc même en l'absence d'un texte officiel ou d'une déclaration officielle, la laïcité québécoise était bel et bien en acte et agissante. Puis les accommodements, lorsqu'ils sont raisonnables, donc ne viennent pas remettre en question la laïcité de l'État. Donc il s'agit là encore d'un des grands piliers de notre culture publique commune qui je vois pas pourquoi on devrait s'opposer à l'idée d'une déclaration officielle ou d'amender par exemple la Charte des droits et libertés pour affirmer le caractère laïque. On vient pas donc encore là créer une nouvelle norme ou une nouvelle institution. Cette laïcité était déjà existante. Dernier aspect de cette culture publique commune qui, encore là, me laisse penser qu'il n'y a pas péril dans la demeure, puis qu'un projet qui donc vient en particulier donc restreindre de façon importante la liberté de conscience et de religion, donc qui n'est pas nécessaire, c'est que, contrairement à ce qu'on laisse souvent entendre, des limites et des balises donc pour encadrer l'exercice de la liberté de religion existent déjà depuis assez longtemps. Madame Dupuis le dit, tous les droits fondamentaux qui sont énumérés dans nos chartes donc peuvent être limités lorsqu'il y a des raisons suffisantes de le faire pour protéger les droits d'autrui ou au nom donc de l'intérêt général, mais il faut le faire donc à l'aide de raisons fortes. Il faut le faire donc pour des motifs suffisants, puis il faut le faire de façon raisonnable aussi, mais c'est déjà possible de le faire, si bien que si une demande d'accommodement, par exemple, a pour effet donc de violer de façon importante l'égalité homme-femme, on a déjà toutes les ressources pour donc refuser cette demande d'accommodement ou pour limiter la liberté de religion. Donc ces dispositions sont déjà donc encore là existantes. Puis c'est le projet de loi donc fait rien de nouveau à cet égard. Tout comme donc existe déjà, on le sait déjà, le projet de loi 60 aussi reprend et réaffirme donc ce qu'on appelle dans la jurisprudence donc les contraintes excessives. Ces différentes contraintes qui peuvent être engendrées par une demande d'accommodement, puis qui permettent aussi de refuser donc une demande d'accommodement si elle crée trop de contraintes excessives, encore là, sur le plan des droits d'autrui ou sur le plan du fonctionnement d'une institution, et ainsi de suite. Donc, j'ai rien encore là contre l'idée d'affirmer clairement puis d'officialiser donc ce qui est déjà dans la jurisprudence, mais il ne faut pas laisser penser qu'on est en train de créer du nouveau droit ou qu'on est en train de combler un déficit normatif important qui existerait aujourd'hui. On peut prendre au sérieux ce malaise de la majorité. Je pense personnellement qu'il réside en partie dans une perception qui me semble erronée, voulant que notre culture publique commune soit trop faible, trop fragile, donc pour assurer un vivre ensemble juste et harmonieux aujourd'hui. Donc je pense qu'il faut s'attaquer à cette perception, s'attaquer à la perception que les grands acquis de la Révolution tranquille sont en train d'être liquidés aujourd'hui. Je pense pas que les faits autorisent une telle
telle interprétation. Donc, je pense qu'on peut à la fois donc prendre au sérieux puis considérer comme légitime donc ces préoccupations, mais en même temps, donc on peut aussi donc chercher à montrer comment dans notre expérience, notre trajectoire historique des 40 dernières années, puis lorsqu'on cherche à comprendre les différents dispositifs de notre culture publique commune, comment donc on peut justement donc être fier et célébrer donc ces acquis, chercher à les adapter donc aux nouvelles réalités, mais tout en réalisant qu'ils sont déjà bien en place, puis qu'ils nous ont permis d'atteindre donc des équilibres intéressants. J'ai pas parlé de la politique linguistique du Québec, mais ça aurait été un autre exemple aussi qui montre qu'on peut légiférer donc au nom des intérêts de la majorité, tout en le faisant d'une façon raisonnable pour chercher donc à protéger les droits de la minorité. Mais tous ces éléments-là, donc Gérard a parlé d'interculturalisme, ça aurait été un autre exemple, donc montre qu'on a atteint des équilibres qui sont honorables jusqu'ici, puis présentement une position donc qui me semble radicale comme celle du PQ. Son plus grand défaut, à mon avis, est de nous éloigner de ces équilibres honorables qu'on a atteints jusqu'ici. Merci. Merci beaucoup.